parents, ne culpabilisez pas parce que vous êtes les meilleurs du monde. Votre patience est mise à rude épreuve. Cette impression que vous avez tout raté, le stress d'apporter le meilleur pour vous faire envoyer balader, vous sentir dépassé, ringard, jugé, au moindre conseil, à la petite phrase anodine vécue comme une injonction. On dit que vous êtes gênant si par malheur vous osez chantonner dans la voiture ou si vous portez un pull un peu coloré. En bref, on frôle la dictature. Pendant ce temps, en terre adolescente, on vit sa meilleure vie. Bien sûr, la réalité est tout autre. Cette période est instable, à durée variable, plus ou moins bien vécue, amorcée, appréhendée. C'est aussi, malgré les apparences trompeuses, une effrayante période de solitude, coincée entre la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte, entre soif d'indépendance et peur de se planter, de décevoir, de se plaire, mais très souvent de se déplaire. Je vous propose de partir en terre inconnue, au pays des adolescents. Je m'appelle Marilyn, j'ai 47 ans, j'ai une fille Julia qui a 23 ans. J'ai fait mon pèlerinage en terre adolescente lorsque j'ai pris un poste de vie scolaire au sein d'une grande structure de 1200 élèves de la 6e à la 3e. Très vite, je me suis sentie à l'aise dans ce vivier de jeunes. Durant 7 ans, je les ai aidés, aimés, confrontés, grondés, consolés, boostés, orientés, accompagnés et même parfois raccompagnés. J'ai été leur porte-parole auprès des adultes et le décodeur de pas mal de situations. Avec eux, j'ai découvert que la pédagogie ne fait pas tout, loin de là, qu'on peut être brillant et ne pas dépasser les 5 de moyenne, qu'on peut tout avoir appris par cœur et se saboter pour un mauvais regard dans les couloirs, qu'on peut s'échapper du collège pour un t-shirt taché à la cantine et craindre les moqueries de l'après-midi, ou encore que les critères de séduction ont vraiment bien changé. Que souvent, ils sont seuls à la maison quand ils se lèvent, et même lorsqu'ils se couchent. Qu'un simple « ça va » peut éclairer une journée, et que ce même « ça va » risque de déclencher une guerre. Qu'ils rient quand ils ont envie de pleurer, et s'insultent pour exprimer leur gratitude. Dans ce laboratoire d'expertise improvisé, j'ai vécu des drames et des merveilles. J'ai tellement ri, d'eux et avec eux. Mais je me suis essentiellement formée à eux. J'ai appris leurs codes, leurs paradoxes et leur fonctionnement. Je n'ai pas essayé de coloniser leur territoire, mais plutôt de me fondre dans leur paysage pour mieux les appréhender et les guider. Ces humains en devenir, pleins d'espoir et de doute, à la fois méfiants et si candides, bien jeunes et souvent déçus de tout, des adultes en général, trop exigeants et beaucoup trop injustes envers eux. Ces jeunes ont une forme de génie, croyez-moi, parfois de génie maléfique, toute une intelligence mise au service du mal, comme je leur répète souvent. Des stratagèmes, des petits mythos, des mensonges plus gros qu'eux, des mauvais coups et de très bons coups parfois, une solidarité sans faille ou un écart de loyauté, des rumeurs, des ragots, ou encore mettre 30 minutes à écrire des antisèches au lieu d'apprendre sa leçon et bien sûr se faire attraper, bref, un quotidien trépidant. Toujours pas rassasié de ces monstres gentils, j'ai poursuivi mes expériences en me focalisant plutôt sur la rupture scolaire, la phobie, les troubles de l'apprentissage, les enfants précoces et l'hypersensibilité. À savoir que tout ce qui fonctionne avec les enfants atypiques marche avec les autres, c'est plutôt le contraire qui coince. J'ai ainsi passé 3 ans au sein de l'association Zebra, qui est la seule structure en France à accueillir des enfants précoces en rupture avec la scolarité, où nous avons, en plus des activités proposées, créé une scolarité adaptée comme une forme de convalescence pédagogique. Par la suite, j'ai fondé mes propres structures qui s'appellent Partage, Cadre, Bienveillance, où nous accueillons des profils de jeunes particuliers qui ne sont pas adaptés à l'école classique, mais ne vont pas particulièrement mal, ou dont les plannings sportifs ou artistiques sont incompatibles avec l'institution. Enfin, depuis 8 ans, avec mon associé, qui est un homme, nous avons créé un cabinet de guidance parentale où, en regard croisé, mixte sur des thérapies brèves de 4 séances, nous accompagnons des familles à retrouver un peu de sérénité quand c'est le chaos. Ainsi, forte de mon expérience, je vous propose à travers des situations anodines du quotidien de décrypter ce qui se cache derrière la réflexion adolescente, car, et je le concède ici, ce n'est pas toujours évident à croire, mais ces jeunes réfléchissent, et même assez rapidement, pour mener leur petit monde en bateau. Les jeunes et leur téléphone. Si je vous raconte que lorsque je demande à mes élèves de ne pas récupérer leur téléphone dans la boîte avant d'aller en pause, eh bien eux, ils préfèrent ne pas prendre de pause. Vous n'allez pas me croire. Eh bien c'est vrai. Ou alors qu'une jeune que j'accompagne me dit « Pour moi, un téléphone, c'est mieux que d'avoir un mec ». Ou que sur les conseils d'un grand maître à penser via TikTok,
Un ado que nous suivons fait exprès le week-end de manger des aliments avariés dans le but d'être intoxiqué et ainsi passer du temps aux toilettes avec son téléphone sans être dérangé ni sommé de sortir. Là, vous allez me dire, Marilyn, on frôle la psychiatrie. Et pourtant, c'est toujours vrai. Je passe sur les multiples, mais comment je vais faire pour vivre sans téléphone lorsque ce dernier est perdu, cassé ou confisqué? Et j'ai devant les yeux une scène de parents en séance avec nous, excédés par leur fille, qui presque à genoux implorait « Je vous en supplie, rendez-moi mon téléphone !» Une tragédie se jouait ici. À la question « Mais pourquoi cette jeune fille est-elle punie de téléphone ?» La réponse des parents dépités. Eh bien, parce que nous lui avons laissé organiser un petit anniversaire à la maison avec 15 invités, et qu'à cause de la localisation de son téléphone et des réseaux, ils se sont retrouvés 110 dans le jardin. Les voisins ont appelé la police, pensant à une guerre des gangs en pleine zone pavillonnaire. Ah ouais, quand même, 110, ça fait beaucoup. Et l'ado de lever les yeux au ciel en persiflant. Quoi, 110? Pff, n'importe quoi, on n'était même pas 110. Ce qu'il faut savoir, c'est que la menace suprême aujourd'hui, celle qui bat toutes les menaces, c'est « on te prive de téléphone ». Sauf que Pronote ou École Directe, ou le message « je suis bien arrivé », ou la localisation, ou la carte de paiement, ou le code de déverrouillage de l'alarme de la maison, et tant d'autres usages encore, rendent cette menace quasiment impossible à mettre à exécution, pour la plus grande satisfaction des ados. Alors quand je parle de téléphone, c'est en réalité de smartphone dont il s'agit, car vous et moi, chers parents, savons bien que 99% de l'utilisation n'est pas de téléphoner bien sûr, et que les 1% restants servent justement à ne pas répondre lorsqu'on aimerait bien les joindre. D'ailleurs, un élève de terminale à qui j'ai reproché de ne jamais répondre à mes textos terme du Moyen-Âge paraît-il, me répond que lui, il a carrément enlevé l'application des messages parce qu'il ne s'en sert pas. Bon, ben voilà, tout est dit. Alors, on va faire un petit effet miroir. J'ai envie de vous poser la question. Quelle relation, vous, les adultes, vous entretenez à ce téléphone? Pour ma part, elle est addictive. Mon téléphone, c'est mon bureau, mon école, ma banque, tout mon travail, mon magasin de tout, mon lien social, mon espace d'actualité, de culture et de loisirs. Pour vous dire, cet été, je me suis même faite engueuler par ma tante qui m'a dit « Mais enfin Marilyn, tu es tout le temps sur ton téléphone ?» Retour en adolescence. J'ai pas tellement apprécié, et pourtant c'était vrai. Et de ce fait, ce que nous reprochent les ados, c'est bien sûr « fais ce que je dis et pas ce que je fais ». Mes parents aussi sont tout le temps sur leur téléphone, pourquoi moi je pourrais pas? Alors, quand je leur demande quelle relation justement ils entretiennent avec leur tel, comme ils disent, c'est un cri unanime. Mon tel, c'est ma vie. Je meurs si je l'ai pas. Je préfère pas manger mais avoir mon tel. Je hais mes parents car ils m'ont puni de tel. Mon tel est cassé, je suis au bout de ma vie. J'ai pas besoin d'avis, moi, j'ai mon tel. Alors, bien sûr, on connaît la tendance hyperbolique du langage adolescent, mais cela vient quand même interroger sur un caractère assez vital de l'objet. Et l'inverse du vital serait ici le danger. À traduire, si je n'ai pas mon téléphone, je suis en danger. Imaginez donc la dépendance psychologique de ces jeunes se visualisant au bord d'une falaise prête à tomber. Comment va-t-on pouvoir leur faire comprendre donc que non, c'est l'inverse? C'est avec leur téléphone que leur cerveau, leur sommeil, leur concentration, leurs yeux, la posture de leur corps, leur hygiène de vie est mise à mal. Je parle volontairement de notions physiologiques, car il est ici question de l'objet smartphone et pas du contenu. Nous accueillons dans notre structure dédiée à la scolarité des jeunes depuis presque 10 ans. Nous avons donc eu tout le loisir de constater la dégradation liée à la relation toxique entre eux et l'objet, qui est devenu, au fur et à mesure, outil scolaire. Difficile d'interdire l'outil scolaire, et difficile de leur faire entendre que Pronote c'est OK, mais TikTok ou Snap, beaucoup moins. En 10 ans, manuel scolaire numérique, fichiers numériques, vidéos à regarder, liens à partager, groupe de classe Snap, messagerie pour joindre les enseignants, chat GPT désormais et classe virtuelle avec IA intégrée ont pris possession de la pédagogie et du cerveau de nos ados. Alors oui, c'est le progrès. Et oui, tout a une explication. Le tout numérique pour éviter les cartables lourds, moins d'impression pour protéger l'environnement, ou encore l'IA, car l'IA c'est l'avenir et que sans la maîtriser, c'est chômage assuré de nos ados, paraît-il. Il n'en est pas moins que ça n'aide pas à s'en détacher. Dans notre salle d'études, il y a un écran de téléphone entre nous et chacun des jeunes qui viennent faire leurs devoirs. Et bien que nous fassions la chasse à l'utilisation des réseaux sociaux durant ce temps de travail, il est impossible, je dis bien impossible, de faire aujourd'hui ses devoirs sans son téléphone ou à minima un ordinateur ou une tablette. Certains élèves n'ont plus ni cahier ni stylo. Pas par manque de moyens dans leur cas, mais parce qu'ils n'en ont plus l'utilité. Et je trouve ce constat effrayant. La société a créé la dépendance à l'écran de nos enfants
tout en leur faisant l'injonction de ne pas les utiliser. Imaginez pour les lycéens, entre 6 heures et 8 heures d'écran pédagogique sur le temps scolaire, 1 heure d'écran sur les réseaux à la pause méridienne, 1h30 d'écran pour les devoirs et 2 heures dans le meilleur des cas d'écran ludique le soir. Je vous laisse faire le calcul journalier. Alors oui, nos ados ont une relation toxique avec leur téléphone. Mais au final, est-ce que c'est bien de leur faute? Cette année, avec nos 25 élèves que nous suivons via leur scolarité au CNED et que nous accompagnons à raison de 3 heures par jour en présentiel, nous avons décidé de limiter le plus possible l'accès aux écrans. Retour au manuel, au cahier, trousses et évaluation à la main. Eh bien, après une semaine de flottement, tout le monde est très content de ce retour aux fondamentaux. Car, privés pour ainsi dire de chat, ils réapprennent à réfléchir et sont ravis de connaître leurs leçons. En revanche, c'est toujours problématique pour eux de penser à mettre le téléphone dans la fameuse boîte. Ce qui est assez étonnant, c'est lorsque je dis aux nouveaux « je récupère votre téléphone ». Il y a une émotion qui se lit sur leur visage entre la peur et l'incompréhension. Mais je dirais que c'est la peur qui domine. Alors, je rassure. Mais t'inquiète, je regarde pas. Et je finis par « il est dans la boîte et tu le récupères en partant ». Enfin, à contre-cœur, il ou elle le donne. Il m'est arrivé lorsque je travaillais dans des structures avec des ados en grande souffrance que ces derniers refusent, car cet objet prolongement de leurs mains s'avérait être le dernier rempart entre eux et l'autre, avec un grand A, comme une protection. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'un écran peut s'avérer être aussi un écran de protection, et les jeunes très vulnérables s'en saisissent comme tel. Le tel, c'est leur jardin secret, leur univers, leur vie, quoi. Alors on parle d'addiction aux écrans chez les jeunes dont le cerveau est en pleine construction, renforçant ou créant des pathologies multiples. La relation addictive est aussi une relation d'emprise, qu'on a du mal à maîtriser, voire qu'on ne maîtrise plus du tout. Les ados n'ont pas le dessus sur le tel, malgré ce qu'ils disent. Mais pas du tout addict, je peux arrêter tout de suite. Et non, c'est pas si simple, mon ami. Tout le monde a déjà observé des groupes de jeunes qui ne se parlent pas, mais dont le regard est rivé sur leur écran. Ils n'en sont pas conscients, c'est leur mode de vie. Ou peut-être que vous avez déjà observé lorsque votre ado a un peu abusé des écrans et que ses yeux sont hagards et son visage émacié. Il ou elle est un peu plus nerveux, susceptible, irritable. Ou peut-être encore que vous avez déjà constaté chez lui ou chez elle un scroll frénétique, sans but, sans recherche particulière, scroller pour scroller. Nous les voyons au quotidien, ces jeunes, qui d'un coup saisissent leur téléphone car leur vie en dépend, comme d'un shoot d'oxygène ou de crack finalement. Justement, en parlant de drogue dure, oui, la transition est un peu raide là, mais nécessaire. Nous nous recevons dans notre cabinet de guidance parentale depuis un moment, plus que des familles en détresse quant à la gestion des écrans. Et redoublent d'actions les plus folles pour limiter cet accès. Ça va du contrôle du temps d'écran, en passant par enfermer le téléphone dans une boîte, jusqu'à dormir avec la clé de la boîte sous l'oreiller ou enfermer la box dans un coffre en changeant le code Wi-Fi toutes les heures. Alors, devant cette folie, nous avons décidé de créer un protocole de détox pour les jeunes. Ainsi, au cours de notre réflexion et de nos recherches et entretiens avec des professionnels de l'addiction, nous avons opté pour utiliser des questionnaires dédiés aux addicts aux drogues dures, aux jeux, à l'alcool, au sexe, en les dupliquant et en les adaptant aux écrans. Et ce qui est fou, c'est que tout coïncide. Le manque, les douleurs, la frustration, le plaisir de retrouver les sensations, la peur d'en être privé. Les jeunes sont surpris, les parents aussi lorsque toutes les cases sont cochées. Alors, nous expliquons aux parents, oui, votre enfant est addict aux écrans et il est nécessaire d'agir. Car nous sommes bien d'accord que vous ne laisseriez pas votre enfant addict à l'héroïne, n'est-ce pas? Les jeunes se prêtent facilement au jeu du questionnaire et sont assez sincères, en disant que oui, ils sont addicts et que, en effet, au fil des séances, pas d'écran pendant 1 semaine ou 2 semaines change leur état physiologique. Ils sortent petit à petit de la spirale de l'emprise, de la relation toxique, et avouent que parfois, ils trichent. Ils ont une tablette ou un tel caché, contournent le contrôle parental, ou je ne sais quelle autre filouterie. Ils l'annoncent presque comme un échec, parce que l'addiction passe aussi par la transgression malheureusement, et alors tout est à recommencer. Les ados sont nés à l'ère du téléphone portable, du smartphone, de la tablette. Il est difficile de leur enlever, car ils ne savent pas comment c'était la vie avant. De plus, les technologies ne font qu'augmenter le besoin de cet objet, et nous, parents, pensons avoir la main sur nos jeunes en les pistant via les téléphones,
car ça nous rassure de savoir où ils sont et ce qu'ils font. C'est donc paradoxal de notre part de leur demander de ne pas l'utiliser à outrance tout en passant notre temps à suivre leur localisation ou leurs notes sur l'application. Finalement, tout manque un peu de sens à l'image de notre société actuelle. Mes chers parents, il y a quand même des choses à faire pour ne pas sombrer dans la folie, à commencer par réglementer l'accès aux écrans à la maison. C'est important de créer de vraies plages de temps sans écran, sans téléphone, et eux, et nous. Chacun fait comme il ou elle peut, mais si possible, les téléphones ne s'invitent pas à table, ni dans les chambres après le dîner. Dans un idéal pas si utopique, essayons pendant le week-end d'organiser au moins 2 heures d'activité avec nos ados, en disant que s'il ou elle ne souhaite pas y participer, il n'y aura quand même pas d'accès au téléphone. Car évidemment, entre une randonnée de 3 heures et 3 heures d'écran, le choix est vite fait pour eux. C'est important de les mobiliser dans un sens de partenariat. Du style, toute la famille est concernée par cette problématique des écrans, on va essayer de s'entraider. Mais alors là, attention, vos ados seront de véritables huissiers si vous dérogez à une règle. Mais ça peut aussi créer de bons moments de partage et finalement de légèreté. Cet épisode portant sur la relation au téléphone de vos ados, j'ai mis de côté volontairement les réseaux sociaux, car il y a un épisode dédié à cela que je vous invite à écouter ou à réécouter. Il était important d'enfoncer le clou sur l'utilisation de l'objet et ce qui se joue autour. En allant de manière frénétique, compulsive, obsessionnelle et parfois hystérique sur les réseaux via leur téléphone, créant souvent l'addiction. Vos ados recherchent avant tout du lien, une communauté, des pairs, une appartenance, le regard de l'autre, l'approbation et l'admiration. Mais si toutes ces choses, ils ou elles le perçoivent dans votre regard de parent bienveillant, je vous assure qu'ils ou elles auront moins besoin d'aller le chercher ailleurs. Alors, chers parents, regardons nos ados attentivement. Et pour ça, je pense que là, on est les meilleurs du monde. Je vous remercie de votre écoute et on se retrouve le 31 octobre pour un nouvel épisode. À bientôt!